à tous, aujourd'hui je reçois Pascal Malotti. Pascal est Global Retail Strategy Lead chez Valtech et nous allons parler aujourd'hui de la NRF. Il y a un truc à la NRF qui se fait beaucoup, c'est les Retail Tours. Alors, je crois que tu en as organisé un, on en a organisé un, tout à fait. Alors, les Retail Tours, déjà, la NRF en organise, mais quand tu as plus de 40 000 participants, d'ailleurs, la plus grosse communauté cette année était brésilienne. Ah ouais ? Ouais. Et la communauté française est toujours très, très bien représentée. Hein. Vraiment, les marques de retail... Et on parle anglais. Et on parle anglais, tout à fait, exactement. Et donc, on a organisé un Retail Tour avec Google et Shopify. Alors, c'était Google Cloud et Shopify, pour être parfaitement précis. On avait un petit déjeuner avec des clients et des prospects. Et puis ensuite, on les a emmenés pendant 2 heures. Alors, 2 heures, c'est pas beaucoup. C'est court, hein. C'est court. C'est-à-dire qu'on partait du JV Center. On avait promis de les ramener pour midi. Dans les temps. Dans les temps, on a eu 7 minutes de retard, mais à coup de pas. Ça va, 7 minutes. Voilà, on s'en est remis. Vous avez fait quoi, du coup, la 5e avenue, je crois? On a fait la 5e avenue. Moi, j'aurais aimé faire Sceaux et la 5e avenue quand on a préparé l'événement, mais on n'a pas pu, malheureusement. C'était trop court, parce qu'en réalité, on a déjà passé quasiment 1 heure dans le bus. Ou dans les bus, il y avait 2 bus, en l'occurrence. Et puis ensuite, on a visité 4 magasins. En réalité, je t'avoue, je ne me suis pas rendu compte que les magasins, l'assortiment était presque, je ne dis pas parfait, mais c'était quand même un bon assortiment. C'est après coup que j'ai quand même réfléchi au sujet. En disant, ils étaient bons quand même. Oui, c'est ça. Puis c'était une mosaïque de magasins qui était assez complémentaire dans les expériences. Donc on a fait Allo. Ok. Voilà, cette marque qu'on n'a pas encore à Paris, mais dont on... Alors, mais peut-être à un moment. Un Lululemon. Voilà. Ça risque d'arriver quand même. Ça va arriver, je pense. Voilà. Donc, Allo Yoga, qui fait tomber le nom de yoga pour bien montrer, un peu comme On Running, qui maintenant s'appelle On, pour montrer que c'est pas simplement du pilate et du yoga. Et là, il n'y avait rien d'exceptionnel d'un point de vue technologique. Ils sont du Shopify, du sol au plafond. Ok. Donc, voilà. Mais ça te rappelait quand même un truc. Un bon retailer, ça a des beaux produits. Ouais. Voilà. Il y a des bases. Il y a des bases quand même. Si tu n'as pas les produits, je pense que tu peux aller jouer à la marelle. Je suis d'accord avec toi, je pense souvent l'oubli. Mais en fait, un retailer, ça vend des produits. Quoi. Ça vend des produits. Et déjà, si tu n'as pas le bon produit, en vrai, t'es mort. Après, tu as l'atmosphère du magasin. Celui de Sceaux, il est plus emblématique. C'est pour ça en fait, qu'au départ, on voulait aller à celui de Sceaux. Parce que celui de Sceaux... Je retiens pour mon prochain voyage à New York. Voilà. Si tu vas à celui de Sceaux, à Spring Street, en réalité, tu peux aussi... alors, des fois, ils organisent des événements et ils transforment la partie haute en studio de yoga. Voilà. Bon. Ce que tu n'as pas à celui de la 5e avenue. Ensuite, on a fait le Dyson Store. Intéressant parce que petite taille, et là, c'est pas un espace de vente. Parce que ça me serait pas venu à l'esprit, d'aller voir le Dyson Store. Ouais. Et en réalité, ils sont pas là pour vendre des produits. C'est ça qui est assez... ils vendent de l'image. Ils vendent la marque, non ? Ouais, ils vendent la marque. C'est très pédagogique. C'est très orienté autour de l'éducation des produits, la pédagogie des produits, autour évidemment de ces produits dont la matière première, entre guillemets, c'est l'air. Hein. Oui, on oublie toujours. À part la lampe, on se dit que ils sont... C'est un mini Apple quand même, design. En termes Dyson. C'est très discipliné dans le pipe produit. Tout ce qu'ils ont lancé, c'est cohérent. Voilà. Et donc, on va te couper les cheveux en 4, c'est-à-dire que vraiment, on va tout apprendre autour de leur sèche-cheveux. Tu peux même prendre d'ailleurs rendez-vous avec une sorte de coiffeur. Exactement. On va tout apprendre sur la poussière que tu as dans ton canapé ou sur ta moquette. Voilà. On coupe les cheveux en 4, mais aussi toutes les particules en 4, puis aussi autour du parificateur. Donc, tout est fait pour te montrer l'innovation technologique de la marque. Ouais, plus que le produit en soi. Ouais. Mais si tu repars... je pense effectivement, ça fait très Apple en se disant le client, il vient, même s'il repart sans acheter, tu lui as mis des étoiles dans les yeux et il l'achètera tôt ou tard le produit. Quoi. Exactement. Il y a très peu de stock. Si tu repars sans acheter, en réalité, on t'en voudra pas. Ouais, tu l'achèteras la prochaine fois. Complètement. Petite surface d'ailleurs, hein, c'est 250 mètres à 300 mètres carrés. Tu vois, j'en ai vu en France, on a quelques-uns Dyson Store. Et exactement. effectivement, c'est plutôt petit, très épuré. Voilà. Plutôt foncé, je crois, les murs et ainsi de suite. Exactement, complètement. C'est vraiment sombre. Pour mettre en lumière le produit. Complètement. En tout cas, et toute la technologie qu'il y a dans un aspirateur. Complètement, voilà. De toute façon, il y a quelques années, ça ne serait pas venu à l'idée d'acheter un aspirateur 600 €. Donc, il a bien fallu mettre de la technologie. Il faut bien justifier le prix, on est d'accord. Tout à fait, ouais. On a fait le Lego Store. Alors, Lego Store, tu vois, j'ai appris un truc parce que j'ai demandé à la personne. Tu sais, souvent, il y a des queues dans les Lego Store. On se dit, bon, voilà, pourquoi Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Tu verras, si tu vas à celui de Châtelet, très souvent, tu as la queue. Ouais, je vois, mais c'est vrai que... Et en réalité, il laisse pas rentrer plus de 200 personnes pour quand même que chacun puisse vivre son expérience. Déjà 200 à celui de la 5e avenue qui est sur 2 étages, c'est quand même assez rempli. Hein. Ok.
Et puis, tu sais, il y a toutes ces expériences de personnalisation de 7 à parce que je sais que 77 tu ans. peux acheter les petites pièces à Ouais, l'unité, voilà, les créer tes petits minifigures. bonhommes Exactement. et tout. Même quand moi je joue pas au Lego. Et les fois où je suis rentrée dans un Lego store, je me suis dit, j'ai failli acheter juste parce que j'avais envie d'avoir un petit bonhomme que j'ai fait moi-même. C'est ça, tu retrouves ton esprit d'enfant et donc même si tu as 70 ans, tu peux t'amuser, exactement. Et c'est intéressant parce que toutes leurs expériences, finalement, ils ont été capables de les industrialiser. Tu les retrouveras au magasin de Paris, au magasin d'Amsterdam, ou Londres. Donc, ils ont le Mosaic Maker. En un mot, c'est tu prends une photo de toi et le rendu, c'est comme si c'était un Lego. Ton visage a une forme de Lego. Ça vaut quand même $89, hein, mine de rien. Il monétise. Hein. Il monétise bien. Okay. Il monétise bien. L'expérience. Exactement. Et puis, même l'intérieur du magasin, le design, tout ça, c'est éco-responsable. Donc, l'ameublement, enfin, tout est fait pour à la fois que tu t'amuses. C'est très personnalisé à la ville aussi, ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas retrouver le taxi jaune dans lequel tu vas rentrer, tu vas faire ta photo. Ça, j'avais vu, Voilà, exactement. L'Empire State Building. En fait, je pense que les marques qui jouent beaucoup l'image de marque, tu vois, la vraie émotion, il y a toujours ce côté... comme on dit, Instagrammable. Tu vois, il y a ce côté image, en fait. Tu as tout à fait raison. Je prends souvent l'exemple du M&M Store. Mais en vrai, des M&M Store, on achète partout. Pourquoi aller au M&M Store ? Juste parce que tout est gigantesque. Mais tu as raison. En réalité, les magasins dont on a parlé, alors peut-être un peu moins le Dyson Store, mais même le Halo Yoga, c'est des Instagram moments, comme on dit en anglais. C'est là pour créer de l'engagement. En réalité, autour de la marque, c'est pas simplement aujourd'hui, dans le monde moderne, le prix, enfin le chiffre d'affaires au mètre carré que tu vas générer, quoi. De toute façon, les flagships, ils sont pas beaucoup là pour te faire gagner de l'argent. Non. Ils sont là pour te faire gagner de l'image, de l'émotion, de l'engagement, comme tu dis. C'est ça, exactement. Et t'as pas fait le Skims ? Parce que moi, j'ai envie d'aller voir le Skims. Alors, je te parlerai du Skims après, quand on sera un petit peu sur l'élargissement, une fois que on a fini notre retail tour. Et puis le dernier qu'on a fait, c'était un incontournable, c'était Uniqlo. Vraiment une marque de mass market, et là tu te dis c'est. Ça me viendrait pas l'idée d'aller voir le Uniqlo de New York. Ouais. Autant à Tokyo, ok, autant tu vois New York, je me serais dit c'est un Uniqlo comme les autres. C'est pas un Uniqlo comme les autres. D'abord, c'est le deuxième plus grand derrière celui de Shanghai. Plus de 3000 m², donc c'est une grosse machine de guerre. Exactement. Et là, en expérience omnicanal, tu te retrouves avec beaucoup de choses. Ils sont beaux, Uniqlo. Ouais, ils sont bons. Ils sont très, très bons. Donc, tu vois, tu as la personnalisation avec une imprimante au premier étage où tu peux personnaliser. Et puis, tu le sais, selon les villes, ils ont des collabs bien spécifiques sur des produits bien spécifiques. Et puis, il y a l'app mobile qui fonctionne bien. Et puis, évidemment, il y a aussi tout ce qui est lié au check-out, c'est-à-dire le paiement avec la RFID. Check-out maintenant. Ouais, exactement. Ils ont la RFID. Petite histoire, j'ai acheté il y a quelques jours, on va dire, chez Uniqlo. Et ils m'ont pseudo-forcé à prendre l'app. Oui. Puisqu'ils m'ont offert 10 €. Tout à fait. Et du coup, effectivement, je me dis, ça me coûte quoi de télécharger une appli ? Exactement. Et je me dis, ils ont quand même bien réussi. Parce qu'en fait, c'est en caisse que j'ai mis en stand-by, effectivement, en self-checkout en plus, que j'ai mis en stand-by. Parce que la self-checkout, l'écran me disait... Est-ce que vous avez l'application ? Et je me dis, mais même l'écran, il me demande l'application. Tout à fait, ouais. Très, très fort. Bon, voilà. Et puis, ils ont la technologie RFID. Il n'y a pas tant d'acteurs du mass market qui ont... Decathlon qui le fait bien, ça. Decathlon l'a très bien fait, était très innovant. Tu peux vraiment mettre directement tes produits et tout fonctionne. Ouais. Ça fluidifie la caisse. Inditex le fait plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'ils ont mis longtemps avant de se lancer dans le self-checkout, j'ai trouvé. Complètement. Et puis, c'est des investissements colossaux. Enfin, Decathlon, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était 1 milliard d'investissements. Ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher. Bon, voilà. Mais ça te permet aussi de tracer le produit depuis. Et la RFID, en vrai, c'est la vie. Hein. C'est juste que c'est très, très cher et que moi, je connais peu de boîtes françaises qui l'utilisent. En tout cas, de taille moyenne. Oui. Et à côté de ça, effectivement, tous les gros groupes l'utilisent. Inditex, je crois que c'était un des premiers, Uniqlo aussi. Ouais. Et en fait, c'est le seul moyen, effectivement, d'avoir une foule de data. Exactement. Parce que la RFID te permet même de savoir si ton produit qui est rentré en cabine est essayé, combien de fois il est essayé. Enfin, en vrai, les gens ne se rendent pas compte de toute la data que ça peut t'apporter quand tu as tous les capteurs partout. Hein. Tout à fait. Puis tu as la seconde main maintenant. Tu as un cycle de vie produit qui est rallongé, donc c'est utile. Voilà. Donc, c'est pas utile juste que pour fluidifier la caisse, même si... C'est utile pour plein de choses. Pour plein de choses.
Mais ça, c'est la vie. Mais les gens voient juste la caisse. C'est ça, c'est la version cachée. Le client cachée. fidèle, lui, il se dit, j'ai tout mis. D'ailleurs, le client, il sait pas. Il dit, j'ai mis tout dans le panier et ça a tout compté. Complètement. Oh ouais, ça a tout compté. C'est vrai. Alors maintenant, une fois qu'on a fait cet événement, on a ramené nos prospects, nos clients à bon port et tout, c'est clair qu'on passe aussi du temps, on essaie de trouver du temps pour aller visiter d'autres concept stores. Alors tu as raison, hein, je ne vais pas te le cacher, cette année, la star, c'était Skims. C'était Skims. Même moi, je me dis qu'il faut que je prenne un vol pour aller voir Skims. Skims, voilà. Même si on a vu 15 millions de photos. À cela dit, là, depuis 2 semaines, il y a aussi le printemps. Vraiment, oui. Il y a plusieurs magasins qu'il faut aller voir là. Tout à fait. En tant que Français, on a envie de se dire... Bon, moi, perso, j'ai envie d'aller voir Skims. Mais bon. Ouais, alors, Skims, c'est une sorte de musée. Hein. Ah ouais ouais, c'est-à-dire tu rentres comme dans un musée. C'est marrant parce que la personnalité de Kim Kardashian, tu la vois pas. Mais, à part la grande statue, non ? Oui, voilà, mais c'est une émanescence, c'est pas vraiment Kim Kardashian, mais oui, elle est présente partout sans être présente. Voilà. Ouais, mais c'est très fort. C'est très fort. C'est très très fort hein, parce que je crois que ça pèse aujourd'hui 750 millions de dollars. J'ai vu qu'ils venaient de signer un partenariat exclusif avec Nike. Non, et ça, je pense que... C'est très très fort. Au passage, avant que je revienne sur Skims, il y a beaucoup de marques de célébrités qui fonctionnent plutôt très bien. Tu vas à Bond Street, tu vas retrouver juste l'une à côté de l'autre, 2 magasins. Tu as Goop, Gwyneth Paltrow, et à côté, tu as Guest in Residence, qui est la marque qu'a lancée Gigi Hadid. Voilà, c'est aussi je sais pas si ça prend autant en Europe, tu vois. J'ai l'impression que c'est très américain, un petit peu londonien. Complètement. Mais tu vois, en Europe, non, complètement. Ça vient pas jusqu'à nous. En tout cas, on est moins dans ce phénomène de star, je crois. On est moins dans ce phénomène de star. À part peut-être parce qu'elle avait fait un pop-up store, Hailey Bieber, avec Rhode, une marque de beauté cosmétique. Mais parce que ça vient un peu... Et elle a cartonné à Londres, elle a cartonné à New York, voilà. Ouais. Donc, mais oui, Skims, c'est un peu... Et tu te demandes pourquoi, parce que les produits, c'est des basiques. Des basiques de toutes les couleurs de ta chair. Ouais, voilà. Non, apparemment, bon, moi, j'ai rien de Skims, j'avoue, mais quand je vois tout ce qui se passe sur Internet, apparemment, ça te fait une shape de fou. Alors bon... Ouais, voilà, c'est ça. C'est très inclusif. Elle a bien compris la technique. Non. Elle a compris la technique, elle a compris ce que c'est qu'une marque en 2025. Ouais. Parce qu'il y a tout, en fait. Il y a le produit... Ouais. Il est simple, j'avoue qu'effectivement, son assortiment, ça doit être pratique à gérer comme stock. Mais en même temps, la puissance de la marque est ouf. Oui, la puissance de la marque est ouf. C'est une marque sociale, c'est une marque inclusive. Elle a tout compris. Ouais, voilà. Et le magasin, mais était blindé. Mais blindé, sérieusement. Ça m'étonne pas. Et des jeunes de 15 à 25 ans, les caisses étaient... Et le personnel aussi, vraiment le personnel... Ouais. Ils ont eux-mêmes tout compris de ce que c'est du community management orienté vente. Voilà. Vraiment faire vivre la marque, faire vivre l'expérience de marque. Elles sont là pour ça. Et bon, tu te doutes, hein, je pense qu'on n'était pas beaucoup d'hommes dans le magasin. J'ai vu qu'il y avait un côté homme. Hein. Oui, il y a un côté homme. Non, mais t'as raison. Je ne l'ai pas visité, mais bon, on peut pas... Il y a beaucoup de photos quand même. T'as un côté homme, mais bon... Ouais, à 95%, c'est comme certains concerts, tu vois, aujourd'hui, si tu vas voir Gracie Abrams ou Sabrina Carpenter, c'est presque à 100% féminin. Ouais, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Donc, c'est revenir à la fois, au basique de ce que doit être un magasin. Et dans le même temps, tu sens qu'il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Dans la durée, je ne sais pas. Mais à date... franchement, Skims, je ne pensais pas que ça durait très longtemps. Et là, ça commence à avoir pas mal d'années. Là, le partenariat avec Nike pour toute la collection femmes, je me dis, pour le coup, ça risque de durer quelques temps. Oui. Après, il y a les bonnes collabs, il y a les bons partenariats. On n'aurait pas parié grand-chose il y a quelques temps dessus. Hein. Ça a eu du mal à décoller. On est d'accord. Les produits sont plutôt chers. Oui. Et effectivement, les rois, c'était quand même Nike, tu vois. Et nous, on a Adidas, New Balance et tout ça. Et effectivement, ça a été un peu tendu. C'est un peu comme On qui ouvre un magasin sur les Champs-Élysées. Où tu te dis, mais on est d'accord qu'à part ceux qui faisaient du running, il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était On. Complètement. Et maintenant, ils font des collabs avec LVMH. Et tu te dis, mais si, j'ai acheté des On. Ouais. Même Oka fait une collab avec Marni. Tu te dis, waouh. Mais tout est possible. C'est des chaussures de trail au départ quand même. Hein, et c'est des marques. Et l'outdoor, d'ailleurs, c'est une catégorie qui bouge. Qui prend bien. Ouais, vraiment. Donc voilà, mais après, tu peux aller dans d'autres quartiers, tu peux sortir de Manhattan, tu peux aller à Williamsburg. Il est canon ce quartier. Il est canon ce quartier. Il y a plein de concepts de fou là-bas à aller voir. En mais réalité, c'est vrai que comme il faut sortir de Manhattan, souvent les gens sortent pas, quoi.
C'est à un quart d'heure, honnêtement, en métro ou en Uber. Bon, ça va te coûter une blinde, parce que Non, mais les en Uber, métro, ça coûte une bien. blinde. Métro new-yorkais, c'est sympa. Et la vue est ouf. Ouais. Parce qu'en plus de là, tu C'est en vois extérieur, Manhattan. tout à fait, Donc, exactement. La vue est ouf. Ok, j'ai pas vu Skims, mais j'ai vu Williamsburg. Non, mais c'est clair. Entre la 6e et Bedford Street, là, tu peux aller. Tu vas retrouver, en fait, l'écosystème de Manhattan en tout petit, avec toutes les marques. Tu retrouves toutes les marques. Chill, je trouve. C'est ça. Et évidemment, adoptant les codes du quartier, voilà, qui est devenu assez bobo. Hein. C'est bobo de c'est la rue Montorgueil de tu peux prendre du un petit Queens. Café, tu peux te promener. Exactement. Je la Tout à trouve fait. hyper agréable, cette rue. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'endroits... Enfin, il y a 2 ou 3 rues, quoi, en réalité. Tout est concentré, comme d'ailleurs, on pourrait dire le Marais, un endroit shopping. Mais c'est très différent de Manhattan et c'est beaucoup plus cool. Et puis, tu vas retrouver, en fait... tous les indispensables. Hein. Tu vas retrouver l'Apple Store, tu vas retrouver le Nike Store, tu vas retrouver toutes les marques. Chanel est présente, les marques de cosmétiques, ton Sephora, tu as toutes les marques. Plus des concept stores un peu différents comme Pilgrim Surf. Tu vas retrouver le Muji Store est absolument incroyable. Et puis, j'avais découvert, alors ça fait très longtemps, mais j'avais découvert Muji là-bas. Exactement. En fait. Donc, je m'étais dit, mais c'est quoi cette marque en fait? Ouais. Donc c'est un moment de découverte. Évidemment, il faut faire Soho, il faut faire Nolita, il faut faire tous ces quartiers qui sont différents parce que tu retrouves les mêmes marques. C'est toujours intéressant de regarder finalement la présence d'une marque entre son flagship et des concept stores. Je pense que c'est ça aussi la force d'une marque, c'est d'adapter au lieu. Exactement. Et la difficulté, c'est quand tu veux que tout soit très standard et que du coup, il n'y a pas cette patte, tu vois, il n'y a pas d'âme. Tout à fait. Aujourd'hui, une marque, en fait, c'est la polarisation. C'est évidemment, quand tu es une marque internationale, tu es obligé de standardiser des choses. Oui, mais c'est la base. Ouais. Voilà. Et dans le même temps, il faut t'adapter à ta communauté locale. Voilà. Et de plus en plus, d'ailleurs, les marques vont vouloir même avoir un stock qui est vraiment hyper localisé. C'est indispensable. Donc, j'ai envie de dire, la NRF, c'est tout ça. C'est tu m'as toujours donné 3 envie à 4 d'y aller jours. l'année prochaine. Hein. Ouais, vraiment, il faut y aller. Et en plus, c'est des choses où, tu vois, j'ai raté un événement. Ça m'a foutu grave les boules parce que je suis un Apple fanboy. Et il y a eu un pop-up live fait par Apple sur la série Severance à Grand Central Station. Mais il fallait le savoir, ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas communiqué ? Non, ils ne l'ont pas communiqué, sinon... Et ils avaient refait tout le décor derrière des vitres pendant 48 heures de la série Severance. Et pendant 4 heures, tu as même eu le casting de la série. Ah oui, mais tu ne savais pas. Et je ne savais pas. Et quand j'ai appris que c'était le dernier jour de présence à New York, je t'avoue que j'étais un peu dégoûté. Mais du coup, il faut combien de temps Parce que la NRF, je crois qu'elle dure 3-4 jours. Oui. Et globalement, il faut y aller combien de temps à chaque fois? Parce que j'ai l'impression qu'il y a ceux qui vont 3 jours, full matin, midi, soir. Voilà. Il y en a qui y passent la semaine. Ouais, je pense que si vraiment tu veux prendre le temps de regarder les magasins, les concept stores, il faut ajouter 1 ou 2 jours en dehors de l'événement. Peut-être arriver un jour avant, repartir un jour après. Alors évidemment, hein, très souvent, pour des raisons de coût, parce on qu'en fait plus, c'est la arriver... période où tout est cher. Tout à fait. Et pour nous, c'est une mauvaise période parce que c'est la période des soldes. Exactement. Cette année, c'était ça. Je devais les faire et je me suis dit, non, Exactement. mais en fait, c'est les soldes. C'est ça. Donc sinon, tu arrives et tu es embarqué immédiatement et c'est une sorte de tourbillon. Parce que tu ressors quand tu te retrouves à l'aéroport et que c'est la fin. Mais tu as un parcours qui est très, très, très chargé. Tu as quand même nourri pendant quelques mois. Après, là, ce que j'ai compris, c'est que le Retail Tech, il y allait avoir une NRF française. Oui. Donc, peut-être que ça va prendre. On cherche. Alors, il y a 2 autres NRF, tu as raison. Il y a la NRF à Singapour. On espère y aller, Nouvelle Tech. En tout cas, j'espère être présent. On verra. Et puis celle à Paris qui va ouvrir. Ouais, pour 2026, je crois. Exactement. Non, c'est même dès cette année. Septembre-octobre 2025, je crois qu'ils ont dit que ça devenait la NRF. Ouais. Et on va voir, parce que je ne sais pas pour l'instant la valeur ajoutée qu'ils vont... Tu vois, ils reprennent un événement existant. D'Europe, peut-être pour éviter que tous les Européens traversent, je ne sais pas. Je sais pas. Écoute, on espère en tout cas y retrouver la patte de la NRF, parce que c'est clair qu'à Paris, l'événement qui est un peu plus puissant, c'est le Tech for Retail. Ouais, c'est ça, Tech for Retail qui devient NRF. Ouais. Ok, écoute, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Merci bien. On se quitte sur la NRF et puis on se retrouve dans un prochain épisode pour parler du e-commerce. Avec grand plaisir. Ce sera un sujet un peu plus technique, un peu moins... un peu moins fun. Un peu moins fun. On va essayer de le rendre fun un petit peu. On va être très très bien. Merci beaucoup Pascal. À bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Vous pouvez retrouver cet épisode sur LinkedIn, sur les différentes plateformes, YouTube et même sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.